Depuis la nuit des temps, on peut observer 7 étoiles regroupées tout près du pôle Nord. Ces étoiles que tout le monde connaît constituent une constellation. Nos ancêtres cultivateurs, bergers ou marins avaient l'habitude d'utiliser les étoiles pour se repérer dans le temps et dans l'espace. Très tôt, ils ont remarqué les astres les plus éclatants, les assemblages d'étoiles les plus significatifs et les ont appelés des constellations. Chaque culture a interprété à sa façon les formes que suggérait la combinaison de ces étoiles, en y voyant toutes sortes de figures. Des hommes, des femmes, des dieux, des démons, des monstres, des animaux et même des objets. Pour chacune de ces créatures célestes, l'imagination des peuples a inventé des légendes racontant comment elles se sont retrouvées au firmament. Je vais vous conter l'étrange histoire de la nymphe Callisto, telle que les poètes la racontaient dans la Grèce antique, cette nymphe Callisto qui a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui encore la constellation de la Grande Ourse. En Arcadie, pays de montagnes, de torrents et de vallées, régnait le roi Lycaon. Lycaon avait une fille, Callisto, une resplendissante nymphe, qui avait choisi pour maîtresse Artémis, la déesse de la chasse. Cette déesse avait fait vœu de chasteté et imposé cette loi à tout son entourage. Malheur à ceux qui oubliaient leur devoir en goûtant de voluptés défendues. La malédiction de la déesse était impitoyable. Mais par une chaude après-midi d'été, alors que Callisto dort à l'ombre d'un arbre, Zeus, le dieu des dieux, l'aperçoit. Subjugué par sa beauté, il en tombe immédiatement amoureux. Pour pouvoir l'approcher sans l'effaroucher, il se transforme en femme et il se glisse au milieu des chasseresses d'Artémis. Puis il la réveille et il lui déclare sa flamme. Mais Callisto, fidèle à la promesse qu'elle a faite à la déesse Artémis, résiste à ses avances. Alors Zeus reprend son apparence divine, il déploie toute sa puissance et son charme envoûtant jusqu'à ce qu'enfin Callisto succombe. Quelques mois passent. Callisto est enceinte. Désespérée, elle tente de cacher sa grossesse à la déesse Artémis. Mais un jour où elle se baigne dans une rivière, Artémis aperçoit le ventre rebondi de la nymphe. Furieuse, elle décide alors d'user de ses pouvoirs et de lui jeter un sort. Aussitôt, les formes de Callisto commencent à s'épaissir. Sa peau se couvre de longs poils, son visage se déforme. Callisto essaie de demander grâce, mais sa voix n'est plus qu'un grognement. Et c'est ainsi que la belle nymphe est transformée en ours blanche. La pauvre Callisto met au monde Arcas, un enfant qu'on lui retire aussitôt. Et puis les années passent. Arcas devient un beau jeune homme. Chassant un jour dans la forêt, il se trouve nez à nez avec une immense ours blanche qui court vers lui. Effrayé, n'imaginant pas que cet animal terrifiant puisse être sa mère, Arcas bande son arc et s'apprête à la tuer d'une flèche en plein cœur. Alors Zeus intervient. Lui qui n'avait pu empêcher la malédiction de la déesse Artémis, il soulève l'ours devant Arcas médusé et il la pose délicatement dans le ciel, tout près de l'étoile polaire, afin que chacun puisse désormais admirer ce qui sera la Grande Ourse. Et pour lui prouver son amour, Zeus la pare de 7 étoiles bien brillantes. Comme Callisto, seul dans le ciel, se languissait de son fils, Zeus amena Arcas et il lui confia la garde des 7 étoiles. C'est ainsi que la constellation d'Arcas fut appelée la constellation du Bouvier, dont l'étoile principale, Arcturus, est située au bout de la ligne qui forme la queue de la Grande Ourse. Cette légende nous vient de Grèce. Mais de nombreux peuples très différents ont aussi nommé ours cette constellation si caractéristique, sans doute parce que cet animal vit dans les régions polaires. Et comme les 7 étoiles qui ornent la tête de la Grande Ourse se trouvent prises dans le mouvement de rotation autour du pôle nord céleste, on les a comparées à 7 bœufs tournant autour d'un piquet. En latin, les 7 bœufs se disent septentriones, et l'on a gardé le mot septentrion pour désigner la direction du nord. Les anglo-saxons, quant à eux, se sont contentés de la nommer de façon plus prosaïque la grande casserole, et c'est effectivement ce à quoi elle ressemble le plus.
Aujourd'hui, la plupart des gens vivent dans des villes éclairées et ils ne se rendent plus compte de la beauté du ciel nocturne. Mais il suffit d'aller à la campagne, en montagne ou en mer pour avoir l'impression que la nuit fourmille d'étoiles, qu'elles sont là par millions. Pourtant, et cela paraît surprenant, moins de 2000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. C'est à partir de ces 2000 étoiles qu'ont été définies les constellations. Leur nombre et leur type ont changé au cours de l'histoire. Celles répertoriées dans l'Antiquité, qui étaient au nombre de 48, étaient déjà le produit d'une longue tradition. Leurs noms sont ceux des dieux et des héros mythiques de la Grèce. Par la suite, les astronomes européens n'ont cessé d'inventer de nouvelles constellations. Alors pour mettre un terme à ce foisonnement, en 1930, l'Union astronomique internationale a décidé d'arrêter le nombre des constellations à 88. On sait aujourd'hui que les associations d'étoiles en constellations sont parfaitement arbitraires, parce qu'elles ne sont pas réellement groupées dans la même région de l'espace. Si elles paraissent proches les unes des autres, c'est par un simple effet de perspective qui écrase les distances. En fait, dans une constellation donnée comme la Grande Ourse, certaines étoiles sont proches de la Terre et d'autres sont beaucoup plus éloignées. On sait aussi que les constellations se déforment lentement au cours du temps. La raison, c'est que les étoiles qui les composent sont en mouvement dans notre galaxie, la Voie lactée. Elles tournent toutes autour du centre de la galaxie, mais à des vitesses différentes. Ce mouvement propre est imperceptible à l'échelle humaine, mais son effet cumulé au long des siècles finit par modifier le schéma des constellations. Pour reprendre l'exemple des 7 étoiles de la Grande Ourse, eh bien la figure qu'elles formaient il y a 100 000 ans est méconnaissable par rapport à leur figure d'aujourd'hui, tout comme celle qu'elles formeront dans 100 000 ans. Il y a 2 groupes de constellations particulièrement remarquables. Le premier groupe est celui des constellations du zodiaque. Le zodiaque, c'est la bande du ciel qui est traversée par le cercle écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel toutes les planètes tournent autour du Soleil. Cela implique que le Soleil, la Lune et les planètes ne s'écartent jamais de cette bande et se trouvent tour à tour dans l'une des 12 constellations du zodiaque. Le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et enfin les Poissons. Le second groupe remarquable est celui des constellations circumpolaires. Celles-ci sont tellement proches du pôle que les peuples qui vivent à haute latitude les voient toujours au-dessus de leur tête, toute la nuit et en n'importe quelle saison. La Grande Ourse, justement, en fait partie, tout comme la constellation de la Petite Ourse ou celle du Dragon. Alors évidemment, le mouvement circulaire de ces constellations autour du pôle n'est pas dû à un mouvement réel des étoiles, mais vous le savez, au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. La direction du pôle céleste est définie par l'axe de rotation de la Terre. Nous ne ressentons pas physiquement la rotation de notre planète, mais on peut en voir la manifestation directe dans le ciel. Prenez en effet une photographie en long temps de pause des étoiles proches du pôle Nord. Eh bien, vous constaterez que chaque étoile trace un arc de cercle plus ou moins long. Et vous remarquerez aussi que l'une d'entre elles ne bouge pratiquement pas. C'est l'étoile polaire. Et comme l'étoile polaire est toujours visible dans l'hémisphère nord, à toute heure de la nuit et en toute saison, eh bien, elle est utilisée pour trouver le pôle nord céleste avec une bonne précision. Elle est d'ailleurs facile à repérer. Il suffit de prolonger 5 à 6 fois le segment formé par 2 des étoiles de la Grande Ourse. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais figurez-vous que le pôle nord céleste n'a pas toujours été à la même place. Il y a 3000 ans, il ne coïncidait pas du tout avec l'actuelle étoile polaire. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Cela signifie simplement que l'axe de rotation terrestre se balance lentement sous l'influence de l'attraction gravitationnelle des autres planètes du système solaire. Son extrémité balaie un cercle selon un cycle de 26 000 ans.
C'est ce qui explique la variation de position du pôle céleste par rapport aux étoiles. Vous voyez que pour se repérer correctement par rapport aux étoiles, il faut tenir compte de tout un ensemble de mouvements subtils. On pourrait croire que notre civilisation, au XXIe siècle, s'est éloignée des rythmes astronomiques. Il se pourrait pourtant que l'homme trouve une nouvelle façon de lire le temps et l'espace dans le ciel. Aujourd'hui, il est en effet possible de se repérer à l'aide d'un système de satellites qu'on appelle le GPS. Ce système de positionnement global utilise une constellation de satellites artificiels en orbite autour de notre planète. Son interrogation s'effectue de manière automatique. Grâce à ces constellations artificielles, on peut connaître sa position sur Terre à quelques mètres près et retrouver par exemple son camp de montagne noyé dans la brume. Alors un conseil, si un jour, au hasard d'une marche en forêt, vous vous trouvez nez à nez avec un ours, eh bien, n'espérez pas que l'animal soit brusquement transporté au ciel par un quelconque dieu. Utilisez plutôt votre boîtier GPS pour signaler votre position aux équipes de secours.